Troisième numéro au compte de cette année 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission J-Sport sur SAT-TV. Au programme ce soir, nous allons vous analyser les matchs des phases finales de ce championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, oui, qui se joue en 2021 évidemment. Et puis avec nous pour vous servir, mesdames et messieurs, Mamadou Bailo Diallo, bonsoir. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Khalil Diamant, bonsoir. Bonsoir à nos téléspectateurs. On rappelle que c'est notre invité ce soir sur ce plateau. Et comme on vous l'a dit, chers téléspectateurs, vous pouvez évidemment suivre cette émission sur YouTube avec l'adresse SAT-TV GN. Et puis en même temps vous abonner pour ne rien rater de tous les beaux programmes de SAT-TV, la télé de la jeunesse. Alors, nous s'intéresse justement à ces phases finales, notamment d'abord les quarts de finale, la Guinée qui jouait face au Rwanda, la Guinée qui s'est qualifiée, on ne va pas dire peut-être laborieusement, mais avec manière. Oui, forcément avec manière. Et d'ailleurs, il y a eu ce imprévu là qui nous est arrivé dès le début du match, ce carton rouge pris par Mody Kanté. On a pensé avoir perdu tout espoir, mais heureusement, ils ont su se contenir, ils ont su jouer avec le mental, ils continuent à respecter le schéma de l'entraîneur. Et je pense bien que c'est ce qui a vraiment payé, et surtout les jeunes. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs qu'ils ont eu à disputer dans cette compétition. Justement, Khalil, est-ce que cette victoire peut s'expliquer par le fait que déjà le coach l'avait annoncé qu'ils avaient essayé cette tactique de jeu, c'est-à-dire jouer à 10 contre 11 ou à 9 contre 11, ou alors c'est l'adversité qui n'était pas aussi vivace? En fait, jouer sur le match pour 10 joueurs ou pour 9 joueurs, là on peut le prévoir dès le début, parce que c'est ce qui est arrivé à la Guinée qui jouait contre le Rwanda, c'est ce qui est arrivé dès la 15e minute de jeu, et voilà la Guinée qui a eu son carton rouge, Mody Kanté qui a été expulsé. Et quand ils sont pour moi, j'avais déjà mis mon espoir dans les deux joueurs. Et j'ai vu le match, quand j'ai vu la dynamique du match, et je me suis dit que c'est une équipe qui pourra faire quelque chose, parce qu'il y a des joueurs talentueux, beaucoup ils se sont donnés à fond pour en fait venir à bout de tout le monde. Alors, Bailo, dans ce match, on a senti beaucoup plus le Sili jouer après avoir été en infériorité numérique que lorsqu'ils étaient à égalité sur le terrain. C'est ce que je dis souvent. En fait, j'ai beaucoup aimé le côté mental de cette équipe. Et d'ailleurs, c'est souvent le péché mignon des équipes nationales. Et il y a un problème de concentration. Et quand ils sont habituellement dans ce cas de figure, le plus souvent le Sili met en tête que c'est fini, ça fait décourage. Mais nous avons vu une équipe beaucoup plus remontée quand ils ont eu le carton rouge. D'ailleurs, la Guinée dominait même après le carton rouge, parce que voilà, ils arrivaient à se retrouver, tout cela. Et heureusement, ils ont pu, à travers un gabarit, donner un carton rouge au gardien. Voilà, au gardien, même si pour un premier temps, l'arbitre s'était planté, parce que le gardien, c'est quand même le dernier défenseur. Et là, s'il y avait faute, c'est forcément un carton rouge, donc il a annulé le carton jaune pour donner un carton. Et par après, ce sublime coup franc de Mokhlassi est venu planter le décor. Je pense bien que à mon avis, c'était le plus beau match du Sili. Justement, alors si le Sili perdait ce match, ils l'ont gagné, on ne peut pas dire s'il le perdait, d'accord, c'est conditionnel. S'ils perdaient ce match, est-ce qu'ils allaient s'en vouloir justement à cause de ce carton rouge? Non, pas forcément, ils ne devaient pas s'en vouloir, parce que sachant surtout que l'adversaire c'est le Rwanda. Oui, c'est le Rwanda. C'est avec une équipe qui, on dirait, qui avait un peu peur de ce qui national avec Guinée, parce que c'est une équipe qui n'attaquait pas pendant les 15 premières minutes. Et là, la Guinée a dominé pendant ces 15 premières minutes. Et voilà, Mody Kanté qui a eu ce carton rouge.
Et ça pouvait démoraliser l'équipe, mais bon, ce n'est pas arrivé là parce qu'il y avait un mental fort. Je ne sais pas si quand Florida Mamour avait parlé avant de venir, à parler aux joueurs avant de rentrer dans le terrain. Et là aussi, c'est quelque chose qui a joué beaucoup, surtout le moral. Clairement. Alors, la Guinée s'est imposée 1-0 dans ce match contre le Rwanda et s'est qualifiée pour les demi-finales. Les autres matchs de ces quarts de finale, on avait Mali-Congo avant ce match, Guinée-Rwanda évidemment. Le Mali qui s'est imposé au tir au but 5-4. Et puis le pays hôte, le Cameroun, qui jouait face à la RDC, derby centrafricain, là remporté par les Camerounais, un peu surpris quand même. Oui, un peu surpris dans la mesure où on n'entendait pas forcément le Cameroun, même si c'est l'équipe organisatrice. C'est vrai qu'il n'allait pas se laisser faire parce qu'il faut forcément faire des sorties ici sur le game. Mais beaucoup de personnes attendaient RDC tout simplement parce que c'est l'une des équipes les plus expérimentées dans cette compétition avec deux trophées à la clé. Donc, moi sincèrement, je ne m'attendais pas au Cameroun, mais ils ont pu faire l'affaire et puis ils sont passés. Et même si ils ont connu quelque chose de très justement, et la dernière demi-finale, évidemment, en liste, c'était bien le Maroc qui jouait face à la Zambie. Une journée cauchemardesque pour les Zambiens qui ont commencé très mal le match avec un carton rouge et puis 2 buts sur le coup. Donc c'est ce qui a déstabilisé vraiment cette équipe zambienne qui ne leur a pas permis de répondre comme on le souhaitait, en tout cas dans cette affiche. Et le Maroc a finalement brillé. Le Maroc a finalement brillé parce que c'est en fait une équipe qui était là, qui avait de l'ambition. Parce qu'on a vu dès les premiers matchs, le Maroc ne marquait pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'on arrive ici au troisième match de tour. Troisième journée contre l'Ouganda. Là, le Maroc a su marquer 5 buts dans le match. Ici, c'est ce qui a remonté aussi le moral au niveau des joueurs du Maroc. Voilà, et une équipe championne qui se présente contre le Maroc en quart de finale. Et le Maroc qui aussi a bien commencé le match. Parce que dès le début, ils ont essayé de démoraliser les Zambiens. Voilà, en 10 minutes de jeu, le match était... Justement, mais moi personnellement, je ne m'attendais pas à un tel match entre Zambiens et Marocains. 3-2-1, en tout cas, j'y croyais à cette équipe zambienne. Bien sûr, oui, idem, parce que à la table de ce match, bien que je n'ai pas eu la chance de le suivre en intégralité, mais je m'attendais quand même à un match un peu plus tendu, serré, parce que les Zambiens aussi, c'est des gens qui ne pas minimiser, tout comme le Maroc, ils ont un championnat relevé, mais malheureusement, ils se sont fait surprendre dès les premières minutes. Le Maroc a plié tout dès le début, il n'a pas voulu prendre de risque, donc il fallait gagner dès le début et conserver le but. Et d'ailleurs, le Maroc, c'est tout simplement cette équipe qui a énervé aussi également, surtout qui marque beaucoup de buts dans cette compétition. C'est vrai, il ne faut pas compter sur un seul but dans un match parce que ça peut basculer d'un moment à l'autre. Donc ils ont toujours gagné sur des scores, hormis certainement les 2 premières rencontres où ils ont eu du mal à rentrer dans la compétition, mais dès qu'ils ont retrouvé le goût, et voilà, comme je le disais l'autre fois, le Maroc c'est ce genre d'équipe qui gagne l'appétit à clairement. Vous l'aviez dit, hein, c'était aussi un grand favori dans ce tournoi. Alors c'était les affiches des quarts de finale, demi-finale, ça opposait Guinée-Mali, on l'a suivi, et puis Maroc-Cameroun. D'abord ce match du Syrie, quand on parle de ce match, on est totalement consterné. Franchement par rapport en tout cas au résultat, parce que au vu du match, surtout les premières minutes, on ne s'attendait pas à voir le Syrie. Sincèrement, moi je suis très déçu du résultat, pas du contenu. Le contenu dans la globalité, je suis satisfait de la prestation de ces joueurs, d'ailleurs depuis le début, mais frustré pour le résultat dans la mesure où on n'a pas pu se qualifier. Finalement, moi par exemple, j'avais décidé que si
me suis dit se qualifier en finale et j'allais m'acheter mon maillot que je vais porter le jour de la finale. Bien sûr que oui. Et malheureusement, on n'est pas passé, le Mali est passé dans la Tunisie. On ne peut pas beaucoup en vouloir l'équipe, même s'il y a aussi des petits détails. Voilà. Parce que moi je me disais que la Guinée pouvait plier ce match. Dès la première mi-temps, il ne fallait pas laisser cette équipe malienne sortir sur la seconde mi-temps alors qu'on était sur un score de 0 partout. C'est vrai qu'ils ont eu la chance de marquer, mais bon, c'était hors jeu. Mais il ne fallait pas rentrer sur un score de 0 partout. Justement, alors Khalil, est-ce que c'était la logique respectée ou alors c'était une surprise que le Mali gagne ce match? Pour moi, c'était. Rapporte plutôt ce match. Pour moi, c'était une surprise parce que voilà, l'équipe du Mali qui sort d'un match qui ont disputé un match de 120 minutes. Pour moi, il y avait la fatigue, il y avait tous ces atouts pour la Guinée. Ils ont eu un jour de plus de repos par rapport à la Guinée. Oui, justement, oui, par contre, et ils ont joué 120 minutes. Ça, il ne faut pas là aussi, un aspect. Alors là, c'était un atout pour la Guinée de remporter ce match. Et la Guinée n'a pas en fait su saisir cette chance. Et voilà, et c'est qui est sorti. Donc voilà. Bailo, du début de la compétition jusqu'au niveau des quarts de finale, alors tout le monde voyait cette équipe du Chili pratiquement parfaite. Mais de là, dans ce match contre le Mali, on a commencé à détecter un peu les défaillances et puis on a vu un peu quelques manquements au niveau des compartiments du jeu de cette équipe-là. Et voilà, cette équipe de Guinée a finalement perdu au tir au but. On peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir par exemple de cette défaite-là? Je vais le mettre entre guillemets. Voilà, en fait, ce qui a été cette défaite, c'est tout simplement non seulement le fait d'avoir les leçons, parce que si nous voyons le cours du match, dès le début, le Mali a connu des blessures. Et si vous avez constaté, dès le début, dès qu'ils ont eu cette blessure-là, on sentait dans cette équipe malienne un peu, en fait, le moral était maintenant un peu déstabilisé, voilà, ils pensaient que c'était fini. Donc le Sili en a profité pour dominer, pour s'imposer dans le jeu, sauf qu'on n'a pas su être réaliste. Sinon c'était le moment vraiment de planter un but parce que cette équipe était complètement déstabilisée. Il a fallu qu'il rentre dans les vestiaires pour qu'elle puisse remonter le moral, ses esprits et revenir dans le match. D'ailleurs, le constat était amer quand même dans la deuxième mi-temps. C'était pratiquement le Mali qui avait le ballon, on avait totalement perdu le fil. Et surtout, c'est quelque part aussi dû au changement. Et depuis le début de cette compétition, la paix ne s'est pas plantée, il a fait des changements qui ont réussi. Absolument. Sauf que la seule fois où il s'est un peu mélangé dans ses changements, dans ses choix, et ça a payé directement parce que beaucoup disaient que la formation ne devait pas sortir dans ce cas, même s'il y avait un carton. Il y a un coach qui a peur des cartons et puis il sort ses meilleurs joueurs. Je crois également, ça ne devait pas sortir dans ce moment-là. Moi, à mon avis, on aurait pu sortir Jean Moustet qui était un peu plus invisible dans le match, à mon avis, on ne sentait pas pour la forme. Est-ce que vous êtes d'accord? À mon avis, Jean Moustet a fait un bon match. Il a fait un bon match. Mais en fait, si vous voyez habituellement les matchs de Jean Moustet et ce qu'il a produit hier, vous sentez qu'il y a une sorte de méforme chez Jean. Donc quand on voit un peu le contexte, Jean Moustet ne s'est pas préparé comme les autres. C'est pour ça que je le dis. Mais justement, il a répondu quand même dans ce match. Ça, on ne peut pas tellement dire. Il était plus ou moins invisible. Dans ce match, Jean Moustet était l'un des plus présents. C'est-à-dire le moteur en fait au niveau du milieu de terrain. Parce que la façon dont j'ai vu Jean Moustet jouer, j'ai vraiment apprécié. Mais je ne savais pas pourquoi Jean Moustet ne jouait pas les derniers matchs. Et selon vous, pourquoi le Sili a perdu ce match-là? Le Sili a perdu parce que c'est en fait. Est-ce que c'était les choix du coach? Est-ce que ça s'est joué dans le mental?
ça s'est joué dans le mental, bien sûr. Ce n'est pas en fait le choix du coach parce qu'on a vu des matchs antérieurs, la façon dont il a joué, il a gagné, il a pu remporter les matchs. L'adversaire était différent, ou encore les adversaires étaient différents. Les adversaires étaient différents, mais bon. Lui, il a une équipe, c'est-à-dire qu'il est parti avec un effectif et il a mis d'abord, pour le premier match, il a mis une équipe qui en fait, qui n'a pas su peut-être bien convaincre parce que, mais bon, qui a pu convaincre, mais qui a manqué de quelque chose. Et voilà, il a essayé d'apporter cela. Quand il a apporté ce manquement dans Bousso, Alpha Sow qui est rentré pour changer quelque chose dans l'équipe, et voilà. Contre le Mali, Alpha Sow, il était un peu fatigué, presque parce que à partir de la 60e minute comme ça, il était déjà fatigué. Il y avait aussi Toumbassa qui ne tenait pas beaucoup, il donnait beaucoup de passes-cadeaux. Kantabaduno également aussi, lui aussi il donnait, en fait, il faisait des passes-cadeaux et voilà. Exactement. Bailo, alors rapidement, est-ce que c'est au niveau du classement de départ qu'il a un peu fauché l'appli Bamboura ou alors c'est justement ces changements qu'on souligne? C'est également le problème, à mon avis, c'est pas le classement au départ. Le classement au départ c'était bon. D'ailleurs, Jean Mousté allait jouer forcément parce que Modikanté n'était pas là, donc il fallait envoyer Jean Mousté. C'est dans le clash, c'est dans les changements qu'il a pêché à partir du moment où il a enlevé Marceau et l'autre, même si Ousmane Bangola aussi avait bien joué. Mais moi, à mon avis, Jean Mousté n'a pas été à la hauteur parce que c'est Jean Mousté que j'ai connu lors de fois où la Guinée a remporté le trophée des partenaires, il a fini meilleur joueur de la compétition. Jean Mousté là, moi je ne l'ai pas oublié. Sincèrement, il était un peu perdu dans le jeu. Et surtout, moi là aussi n'a pas complètement pu exprimer son talent hier. Dans la deuxième partie, nous allons vous parler de l'autre demi-finale et puis les autres affiches restantes dans ces phases finales de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. On marque une pause et puis derrière, on revient pour continuer. Merci, on est de retour sur ce plateau de J-Sport pour continuer dans cette deuxième partie de ce nouveau numéro de cette émission. Bailo, justement, on parlait de ce match entre Guinéens et Maliens. Finalement, la Guinée a perdu tir au but, 5-4 face à cette équipe malienne. Justement, on a deux aspects très importants à signaler dans ces tirs au but, notamment avec le changement de gardien, Pepin qui a laissé sa place à Sekouba Kamara, et puis derrière c'était le meneur de jeu, le prétendu meilleur joueur, certainement de Sochal, qui a raté son penalty pour finalement éliminer la Guinée. Alors, deux tournants très importants, on commence absolument par ce changement de gardien. Comment vous expliquez ça? Moi, j'avais compris la paix, c'est quelque chose qui arrive à certains entraîneurs qui le font. Et ça a marché parfois dans certains championnats, dans certains matchs, ça a marché. Et d'ailleurs, la paix, ça a marché parce que si aujourd'hui nous parlons du champ aujourd'hui, c'est parce que ça avait marché pour une première fois. On voit la qualification contre le Sénégal ici, c'est qu'il est rentré à la dernière minute, puis il a arrêté 3 sur 5 pénaltys. Donc il a pensé que ça pouvait marcher, et puis il a fait rentrer Sekouba. Malheureusement, ça n'a pas marché. Après, moi, je ne vais pas trop l'en vouloir, même si certains disent que Moussa était déjà chaud dans les goals, donc il fallait le laisser. Moi, je pense que les gens le disent tout simplement parce qu'il n'a pas pu arrêter au camp. Parce que s'il réussissait à le faire, ça allait crier, il allait avoir une autre opinion encore de cela. Donc, du coup, chacun va se faire une perception, sauf que les gens s'expriment suivant ce qui se passe. Parce que s'il réussissait à arrêter, les gens allaient parler autrement. Et alors, pour vous, ce changement de gardien, il était nécessaire dans ce match? Non, parce que moi, je n'ai pas apprécié. Moi, quand en tant que coach, si j'ai une équipe, un gardien de but, il commence dès la première minute, même si à moins qu'il ne soit blessé,
là je peux le faire sortir. Et si le réputé ne pas être fort, si le réputé ne pas être fort, je préfère mettre un autre à sa place. Clair. Je préfère mettre un autre à sa place. Ça s'est passé en 2014 lors de la Coupe du Monde. La séance de tir au but contre la Hollande, les Pays-Bas qui jouaient contre l'Argentine. Voilà, Luis Van Gaal qui a levé Célestin, qui a levé Tim Krul dedans. Mais ça parle aussi de l'eau. Non, avec Tim Krul, ça avait réussi. Par contre, après, le match qui a suivi, le match qui a suivi contre l'Argentine, et quand il a été critiqué dans le pays, il a dit qu'il faut changer, qu'il ne va plus changer. C'est-à-dire qu'il a mis Célestin dedans, voilà, Célestin qui a su arrêter aucun penalty et les Pays-Bas ont perdu. Ça c'est vrai. Et ici encore, moi je n'ai pas apprécié. Je n'apprécie pas le fait qu'on change un gardien au niveau des séances de tir au but. Là, jamais, je n'ai jamais apprécié. Absolument, donc c'est son point de vue. Hein. Il estime, moi personnellement, c'est mon avis aussi, je préférerais que Pembe termine ce match. Hein, parce qu'il fallait voir le contexte un peu du match, surtout c'est un derby avant tout, et puis on est en demi-finale, une place pour la finale. Et franchement, il fallait laisser le gardien qui était déjà dans l'état, qui s'était préparé notamment dans la tête pour affronter cette reprise. Et malheureusement, encore une fois, un autre tournant, c'est bien le meilleur joueur guinéen, Morlaye, qui rate ce penalty. Oui, d'ailleurs, c'est le tournant décisif de ce match. Le même jeune qui nous a émerveillé lors des précédents matchs, qui nous a même qualifié à ce tour-là. Et il n'a pas réussi à transformer le penalty. Donc pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ça aurait été moi, je n'allais pas donner à Morlaye tout simplement parce que ça arrive, c'est une chose très récurrente dans le football. Les stars, ils ratent souvent les penaltys dans les moments décisifs. C'est vrai que c'est pas une règle établie, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une prophétie. Mais c'est devenu tellement récurrent aujourd'hui que les gens ont peur de confier les pénaltys aux stars de l'équipe. Il y a certaines équipes qui le font aussi pour donner en fait ce côté respect et considération à la star, pour que celle-ci leur permette de passer le cap supérieur en étant en fait le sauveur. Parce que si Morlaye a marqué et que l'autre ratait, Morlaye allait automatiquement être encore le sauveur. Voilà, donc ça n'a pas marché. Moi, en tout cas, ça aurait été moi. Je n'allais pas aligner Morlaye parce que tout simplement, c'est quelque chose de récurrent. Voilà, de deux, il y a ce débattage médiatique sur lui ces derniers temps. Donc, ça, sous ce poids-là, sur lui, voilà, donc, ça aurait été moi, je n'allais pas le mettre, j'allais choisir une personne. Absolument. Et j'ai aussi réputé d'être quelqu'un qui n'est pas très fort dans le coup de pied arrêté. Nous l'avons vu précédemment avec le Royal. Absolument. Et justement, est-ce que vous êtes d'accord, Khalil, vous êtes d'accord avec Baelou dans son avis, lui préférerait ne pas aligner Morlaye dans cette rencontre? Là, moi je suis pas d'accord pour moi, parce que je pense que le coach qui vient d'avoir demandé, il demande aux joueurs, il dit qui veut-tu? Donc ça veut dire on sélectionne un peu les volontaires. On sélectionne premièrement les volontaires, maintenant quand les volontaires viendront tirer les pénaltys. Et le fait que Morlaye ait manqué le pénalty, et ça n'a pas en fait été, ce n'est pas une première dans le football que le meilleur joueur d'une équipe manque un pénalty. Ça s'est passé en Europe, ça s'est passé avec Roberto Baggio lors du mondial de 1994. Il avait manqué le pénalty qui devait donner la coupe à l'Italie, par contre, et là le Brésil en a profité. On a vu avec Lionel Messi qui a manqué son premier tir au but contre le Chili, et là aussi ça a démoralisé tous les joueurs de l'Argentine. On l'a vu aussi, on l'a vu avec le Real de Madrid, on l'a vu avec le Real de Madrid en 2012, quand il jouait le Bayern Munich, lors des demi-finales de la Ligue des Champions de 2012. Il y a les trois meilleurs joueurs du Real Madrid du match sont venus et ils ont tous manqué les pénaltys. Ronaldo est venu en premier, il n'a pas marqué. Kaka est venu en second, il n'a pas marqué. Et Kader a su arrêter 2 pénaltys pour que les deux équipes soient à égalité. Et voilà qui manque le dernier pénalty. Sergio Ramos, il manque le dernier pénalty. Je suis resté bien confirmé. Oui, donc moi je ne peux pas en vouloir à Morlaye parce que c'est en fait une responsabilité qu'il a prise. Et moi j'apprécie vraiment sa façon d'être, et je mise sur lui le trophée de meilleur joueur de ce monde. Parce qu'il a été
3 fois homme du match en 4 rencontres, ça c'est énorme. C'est également aussi le cas chez l'Animé aussi. Oui, d'ailleurs, le meilleur buteur actuellement il se positionne beaucoup plus à mon avis que Mona Sylla dans la mesure où il est non seulement 3 fois homme du match, en plus il est caractère à la tête des Clairement. Alors, le Sidi a perdu dans ses tirs au but et puis l'autre demi-finale, c'était le même soir entre le pays hôte, le Cameroun, qui défiait le Maroc. Finalement, ça a été un boulevard pour les Marocains. 4-0, ils se sont vraiment régalés dans ce match. Donc, ça a été un coup de massue pour le Cameroun. C'était quand même. Franchement, je ne sais pas comment décrire cet état-là parce que quand l'équipe haute se fait abandonner comme ça, c'est difficile de trouver des raisons. Le Cameroun a voulu montrer ce jeu qu'ils ont toujours montré dans cette compétition, un jeu beaucoup plus vivace, et voilà, un physique. Oubliant que le Maroc, c'est la technicité et au plus haut niveau, c'est un football assez étudié, tout ça, le championnat, le haut niveau. Et surtout, ce qui fait défaut avec le Cameroun, c'est vrai qu'ils ont organisé cette compétition, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ça a été un succès pour eux d'aller jusqu'en demi-finale dans la mesure où c'était leur première fois quand même. Mais il y avait ce sursaut d'orgueil qui leur a permis d'atteindre ce niveau-là. Mais il faut le signaler, au Cameroun, actuellement, il n'y a pas de championnat. Donc, si on te dit qu'un pays qui n'a pas de championnat, il doit affronter l'un des leurs championnats d'Afrique, et je pense que là, tu prévois directement ce qui peut arriver. Et donc, la logique a été tout simplement. Dans tous les cas, parce que pas forcément. Guinée-Mali, le championnat est l'un des meilleurs en Afrique. Malheureusement, le Mali, ça ne se joue pas. Le championnat, depuis derrière, c'est le Mali qui. Pas forcément. Il n'y a pas de championnat, il y a un peu de problème au niveau de la fédération, tout cela. Mais quand même, moi je trouve cela quand même. Il fallait pas vraiment se laisser faire. Absolument. Khalil, c'était une merveille pour les Lions de l'Atlas, 4-0 au final. C'était décevant pour les Camerounais. C'était décevant pour les Camerounais, mais je pense que comme ce qu'il a dit, c'est en fait la logique pour moi a été respectée. Parce que je disais dernièrement ici que là-bas au Maroc, le championnat est développé, vous m'avez dit. Qu'il ne faut pas parler du développement d'un championnat, on a vu avec. Non, on disait justement que c'était pas le seul aspect présent dans ce championnat. Et là, vous avez vu que. Mais le Mali n'a pas de championnat, il se retrouve en finale. Oui, le Mali n'a pas de championnat. Mais le Cameroun a éliminé la RDC. Alors que le championnat congolais, c'est l'un des meilleurs. La différence est que contre la RDC, là, c'est un derby qui s'est joué. C'est comme si on avait un match de Real contre le Barça. Même si les deux équipes ne sont pas en forme, vous allez voir qu'on va vivre là-bas un bon match, un bon spectacle. Et c'est ce qu'on a vécu contre la RDC. Sur deux erreurs la première erreur de Matambi, le Cameroun qui marque, et il y a pour un tir aussi d'un autre joueur. Voilà aussi qu'il y a une déviation, il est Matambi est battu. Et voilà, c'est ce qui a donné. Donc le Cameroun est parti avec le même état d'esprit pour jouer le Maroc. Et voilà, le Maroc qui était trop fort. En plus, trop près pour remporter cette compétition. Parce que la finale ne s'est pas jouée encore, attention. Bien sûr, parce que moi je vais miser sur le Maroc avec le jeune Soufiane Brahimi. Je pense que le Maroc est inarrêtable. Selon vous, le Maroc est inarrêtable au vu de ce qu'on a vécu quand même. Ouais. C'est la meilleure équipe avec 13 buts marqués. C'est quasiment parfait pour une équipe dans ce championnat. Et clairement, est-ce que pour vous, le Maroc devient l'ultime favori? Moi, en tout cas, je mise sur eux, pas parce que le Mali a battu la Guinée ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que avoir les deux styles de jeu de ces deux équipes-là, je pense que le Mali aura vraiment du mal à gagner contre le Maroc, parce que quand tu compares techniquement le Mali à la Guinée dans cette compétition, on sent que la Guinée était quand même au-dessus un peu techniquement. Bien sûr que oui. Je ne suis pas en train de dire, écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire que la Guinée était plus que le Mali, mais quand tu évalues en fait les matchs du Mali dans ce champ-là, comparativement au match
de la Guinée. Et techniquement, la Guinée était quand même au-dessus. C'est mon avis. C'est mon avis. Clairement, moi, ce que je vais contester, n'est pas fini. Franchement, parce que cette équipe du Mali a affronté les grands, le Cameroun. Il a affronté le Burkina, il a affronté le Cameroun dans cette compétition n'est pas un grand. La Guinée, un pays favori. D'abord, c'est là, je ne suis pas d'accord. C'est une grande nation de football. Mais quand nous prenons ces équipes locales-là, la Guinée c'est plus que le Cameroun parce que la Guinée a une fois joué la demi-finale. Donc quand je vous dis techniquement, à mon avis, techniquement la Guinée a beaucoup plus émerveillé dans cette compétition que le Mali. Alors que le Mali avait du mal à produire du beau football devant la Guinée. Ça serait assez compliqué de le faire devant le Maroc, du surtout le Maroc qui a un niveau technique beaucoup plus élevé que celle de la Guinée. Donc en fait je voulais faire cette comparaison-là parce que le Mali a peu de chance contre le Maroc. Justement parce que Khalil, le doucement, les gens le confondent peut-être parce que cette équipe-là elle est beaucoup plus technique, organisée, mentalement très prête. C'est ça un peu la différence entre elle et les autres équipes des différentes catégories du Sili. Peut-être c'est pour cela que les gens sont émerveillés par rapport à cette équipe. Mais attention, il y a quand même assez de failles techniques au niveau de cette équipe guinéenne. Moi, à mon avis, le Mali est très mature techniquement par rapport à la Guinée. C'est un avis, je respecte. Le Mali, bien sûr, c'est une équipe technique. Parce que ce que j'ai vu, le football que j'ai vu produire l'équipe malienne, c'est en fait un football pur. J'ai vu le jeu qualité qui a été lors du match, qui a en fait cartonné au niveau du milieu de terrain, qui en fait, à lui, c'est à la seconde période, il a su récupérer l'équipe du Sili. À lui, il a fait réorganiser l'équipe du Mali. À lui, il a su en fait faire profiter de son équipe. Et voilà ce qui a donné. Il y avait d'abord le mental qui était là et il y avait aussi le courage, surtout, et c'est ce qui a joué pour Bailo, il est là, il est assis, il sait. Il était un peu dubitatif par rapport à la victoire guinéenne. Vous n'allez pas le nier. Ça, c'est dans la mesure où. C'est l'histoire qui. Voilà, depuis que nous, on a connu ces rencontres Guinée-Mali, et du Mali a toujours plus. Attention, quand on compare les rencontres entre Guinéens et Maliens, la Guinée a plus remporté. Depuis que nous, on a commencé à vivre les rencontres Guinée-Mali, pratiquement la victoire de la Guinée, c'est un match nul. La seule fois que j'ai regardé un match où la Guinée avait battu le Mali, c'était un match amical en France. C'était d'ailleurs le tout premier match de Naby Keïta en sélection nationale où le Mali a marqué un peu en premier temps et la Guinée a égalisé pour gagner sur un score de 2-0. Absolument. Et d'ailleurs, cette compétition va se terminer bientôt parce qu'on est maintenant dans le dernier carré. Notamment la petite finale qui va se jouer entre Guinée et Cameroun, Guinéens et Camerounais, et puis la finale qui va se disputer entre le Maroc et le Mali. C'est à suivre notamment, et pour ce numéro, c'est terminé, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre dans cette émission à travers notamment YouTube, SatTV GN. Et justement, on remercie Camille. Merci. Bello. Merci beaucoup, merci aux fidèles auditeurs. Les ceux qui vont savourer. Justement, et on n'oublie pas les réalisateurs de cette émission. Je pense évidemment à Madi Kondé, à Aonfo et tout autre. Merci et on se retrouve la semaine prochaine.